C'est l'info, votre double page info du week-end, Martin Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour ce 27e numéro de C'est l'info. Figurez-vous que vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter chaque semaine et nous en sommes ravis, merci de votre fidélité. Au sommaire, cette semaine, bientôt un an après avoir vécu une grande période électorale, nous avons désormais un peu plus de recul pour analyser le phénomène En Marche, en particulier sur son positionnement politique, ni de droite ni de gauche, ou bien à droite et en même temps à gauche, c'est selon. Mais alors, quel avenir pour le clivage droite-gauche? Opinion sur ce sujet de Pierre-Henri Paulet, des voix de l'Hexagone. Alors que les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang ont mis en lumière pendant 2 semaines la péninsule de Corée, la dictature nord-coréenne s'est invitée dans les festivités, amorçant une détente avec son voisin du Sud. Souvent considéré comme un vestige de la guerre froide, le régime nord-coréen et son idéologie restent relativement peu connus en Occident. Mais alors justement, comment s'est développée au fil du temps l'idéologie nord-coréenne? Élément de réponse dans Le Monde qui bouge, ce sera avec Fabien Herbert. Et puis les élections législatives se tiennent ce week-end en Italie avec un nouveau système électoral qui combine représentation proportionnelle et scrutin majoritaire à un tour. Alors que la campagne des élections a été marquée par la poussée des partis eurosceptiques, les résultats incertains du scrutin représentent une nouvelle menace pour la cohésion de l'Union européenne. Nous serons justement à ce propos en ligne avec Paolo Levi. Il est journaliste, correspondant à Paris du journal italien La Stampa et de l'agence ANSA. Figurez-vous que le monde est vaste, mesdames et messieurs. On commence tout de suite ce 27e numéro de C'est l'info. Restez bien confortablement installés dans votre canapé. Allez, les brèves de la semaine. Les brèves de la semaine, je voulais vous parler cette semaine de la SNCF. Vous le savez, Édouard Philippe a donc présenté la réforme de la SNCF, basée donc sur le rapport de Jean-Cyril Spinetta. Le gouvernement y souhaite notamment mettre fin au statut de cheminot en arrêtant les embauches sous ce statut. Mais alors justement, en quoi consiste réellement le statut de cheminot? Là est une question intéressante parce que c'est vrai que entre ce que disent les syndicats, entre ce que dit le gouvernement, entre ce que dit la SNCF, on a du mal à s'y retrouver dans ce que sont réellement les cheminots. Alors le statut de cheminot, il faut d'abord savoir que c'est un statut qui date des années 1920. Il met les agents SNCF à l'abri d'un licenciement puisqu'il prévoit seulement 3 cas de départ: la démission, la retraite ou la radiation. Par ailleurs, ces cheminots, ils bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale qui leur donne accès à des centres médicaux gratuits. Et le statut de cheminot, c'est aussi une augmentation de salaire garantie chaque année, 22 dimanches chômés garantis et 28 jours de congés payés par an. Autre avantage, la gratuité des billets de train. Alors, pas seulement pour ces cheminots, mais également pour les proches. Et puis plusieurs dizaines de milliers de logements qui sont en outre mis à la disposition des cheminots. Alors pour les syndicats, ces acquis sociaux ont constitué historiquement un moyen de compenser des conditions de travail parfois particulières en termes d'horaire et également difficiles. Bien oui, être un cheminot, c'est aussi un travail tout à fait particulier. Mais n'oublions pas tout de même que ce statut concerne désormais, par rapport aux années 1920, un peu plus de 90% des effectifs du groupe, 140 000 personnes. Ce qui veut dire qu'un cheminot, aujourd'hui, c'est aussi un informaticien, un contrôleur, une secrétaire. Eh bien, ces personnes-là effectuent et travaillent dans des conditions qui ne sont pas pires qu'un salarié d'une entreprise dans le privé qui n'a pas tous ces avantages. Voilà donc ce que les syndicats n'ont peut-être pas réellement compris. En tout cas, ces 3 syndicats, ils appellent à une manifestation nationale le 22 mars prochain contre cette réforme du gouvernement. En 2 mots, on va également aborder le reste de ce rapport Spinetta. Le rapport Spinetta, il prévoit également une ouverture à la concurrence. Une ouverture à la concurrence qui concerne le marché des TGV, des TER et des TET, les trains d'équilibre du territoire. Et alors là, je dis attention à la SNCF, attention au gouvernement, parce qu'en Grande-Bretagne, il s'est passé la même chose il y a une dizaine d'années et les billets de train ont augmenté en moyenne de 60%. Et puis par ailleurs, en France, nous avons un exemple de cohabitation de 2 entreprises sur le ferroviaire.
Ça se passe en Île-de-France et c'est le sujet brûlant de la RATP et de la SNCF. Et je pense que l'on peut interroger sur ce sujet les franciliens. Cette cohabitation est loin d'être fameuse, que ce soit pour le RER, pour le Transilien ou pour les métros. Enfin, le rapport Spinetta, il prévoit également de réduire la dette notamment de SNCF Réseau. SNCF Réseau qui gère le rail, il y a donc SNCF Mobilité et SNCF Réseau. SNCF Réseau, c'était donc Réseau Ferré de France à l'époque. Et bien la dette de SNCF Réseau, elle s'élève d'ailleurs à 45 milliards d'euros en 2016 et figurez-vous qu'elle s'alourdit de 3 milliards d'euros par an. Alors le rapport a compris qu'il fallait stopper cette hémorragie et le rapport propose une idée intéressante, c'est en fait transformer le statut de la SNCF en société anonyme, interdisant à l'avenir la reconstitution de cette dette complètement insoutenable et complètement déraisonnée, surtout pour un pays aussi puissant que la France. Voilà donc ce que l'on pouvait dire cette semaine sur le dossier brûlant de la SNCF. Sachez que nous avons essayé, parce que voilà, dans cette émission nous essayons de faire entendre toutes les voix, nous avons essayé de contacter les différents syndicats, la CGT, FO, Sudrail, les différents syndicats donc de la SNCF. Personne n'a répondu à nos demandes d'interview, donc voilà, nous ne pourrons pas entendre la voix contraire de ma pensée sur ce rapport Spinetta, et c'est bien dommage. Donc voilà, si les syndicalistes de la SNCF m'entendent, n'hésitez pas à nous contacter. Un débat serait extrêmement intéressant à ce sujet. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Et on rejoint à présent la rédaction des Voix de l'Hexagone et Pierre-Henri Paulet pour la représenter. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Martin. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. J'espère que vous allez bien parce que l'on va parler d'un sujet complexe, l'avenir du clivage droite-gauche en politique et en France. Et oui, puisque le temps passe vite, Martin, et nous sommes déjà presque un an après la grande période électorale que nous avons vécue en 2017, et nous avons désormais un peu plus de recul pour analyser le phénomène En Marche, en particulier sur son positionnement politique, ni droite ni gauche, ou bien à droite et en même temps à gauche, mais en tout cas affranchi de ce clivage qui structure la vie politique française depuis la Révolution. Alors la tentative de dépassement de la dichotomie classique n'est pas une invention macronienne. Les férus d'histoire savent que le centre politique a toujours tenté d'exister. Et par exemple, à la croisée du Premier Empire et de la Restauration, on a connu un extrême centre, selon le concept de l'historien Pierre Cernat, expression d'ailleurs régulièrement reprise aujourd'hui pour qualifier le libéralisme autoritaire d'En Marche. Bon, dans l'histoire récente de la Ve République, le clivage droite-gauche a amorcé son déclin à partir des années 1980 avec l'expérience de l'alternance et surtout ce fameux tournant de la rigueur de 1983 qui instille déjà le constat que les différences entre une politique de gauche et une politique de droite ne sont peut-être pas si fondamentales qu'on l'aurait cru. L'adhésion tant du PS que du RPR à l'époque aux politiques de l'Union européenne finissent d'amoindrir les oppositions programmatiques en matière économique, déportant la lutte des camps sur les questions sociétales. Aussi, les démarches d'ouverture au centre entreprises d'abord par François Mitterrand et Michel Rocard en 1988, puis par Nicolas Sarkozy en 2007, on se souvient bien, ça allait jusqu'à une percée à gauche avec des ministres comme Bernard Kouchner, Éric Besson ou Martin Hirsch. Ces démarches ne surprennent plus dans ce contexte de consensus progressif sur les questions économiques et sociales. Et puis on a eu bien sûr François Bayrou en 2007. Et contrairement à Emmanuel Macron, François Bayrou n'a pas voulu effacer le clivage droite-gauche, mais le remettre en cause, ériger un centre indépendant, croyant en une sorte de tripolarisation de la vie politique. Ce qui est assez nouveau avec Macron, c'est cette idée de rejeter le clivage droite-gauche, car dépassé ou inapte à saisir la réalité politique du moment. En clair, devenu inutile et sans pertinence. Il ne s'agit plus de créer une troisième force, mais de réaliser une grande alliance transpartisane, dont la conséquence la plus directe, on l'a vu, fut l'effondrement du Parti socialiste et la fragilisation des Républicains. Mais là, je ne vous apprends rien, c'est la situation que nous connaissons depuis juin 2017. Oui, mais si les Français ont choisi Emmanuel Macron et lui ont donné une majorité confortable au Parlement, l'idée d'obsolescence du clivage droite-gauche n'est-elle pas, Pierre-Henri, en quelque sorte confirmée par les faits ?
Si on se place du côté des électeurs, en effet, ils ont montré l'an dernier que le ni droite ni gauche ne les déroutait pas et semblait même à leurs yeux une preuve de modernisme. Et cet attrait pour l'effacement du clivage ressort d'ailleurs dans un sondage Via Voice de janvier 2018. Et si on lui prête crédit, il révèle que 60% des Français interrogés considèrent que ce clivage n'est plus pertinent et doit être dépassé, contre seulement 21% qui l'estiment encore important. Dans cette même étude, on a même 75% des sondés qui ont la conviction que faire travailler ensemble des personnalités des deux bords permet de prendre de meilleures décisions. Les valeurs de droite ou de gauche restent des choses relatives, difficiles à définir avec précision au-delà de ce que les individus se représentent. Du point de vue du contenu des idées, être de droite ou de gauche en 2018 ne signifie pas la même chose que l'être en 1818. Et être de droite ou de gauche en France n'est pas la même chose que l'être aux États-Unis ou en Norvège. Si on ajoute à ça l'existence de différents courants idéologiques des deux côtés, cela complique encore les choses. Le plus simple a donc été de faire correspondre à la gauche globalement l'idée de progrès social, de foi en la science, et à la droite le conservatisme, le respect des traditions. C'est réducteur, bien sûr, mais ça fonctionne à peu près à toute époque et dans toute démocratie. Sauf que, on vit actuellement une époque très particulière dans laquelle les termes de progressisme et de conservatisme ont été dévoyés et pour ne pas dire instrumentalisés. Ce qu'on appelle les réformistes aujourd'hui, et qui se prévalent donc du progressisme, puisqu'il faut pour eux sortir des schémas anciens, rompre avec nos modèles, avec nos habitudes, ne sont pas des partisans du progrès social. Et je vais prendre qu'un seul exemple. Avant les ordonnances Macron, la loi travail a été adoptée par une majorité dite progressiste, celle des socialistes. Et de même, vous avez aujourd'hui à gauche des élus qui veulent sauvegarder les acquis sociaux, les protections du code du travail, le statut des fonctionnaires. Et ils sont là dans une démarche conservatrice, ce qui n'est pas un terme péjoratif. Ce sont donc les néolibéraux, partout en Europe et incarnés en France par En Marche, qui peuvent facilement s'autoproclamer progressistes aujourd'hui, puisqu'ils veulent en finir avec ce qu'ils considèrent comme des privilèges professionnels ou des protections archaïques. Le tour de force de Macron a été d'apparaître comme moderne aux yeux d'une partie de l'électorat qui se dit de gauche, tout en obtenant, par ses choix économiques en faveur des entrepreneurs, des catégories aisées, l'approbation des lecteurs de droite. La confusion est totale et on ne sait plus très bien ce que signifie encore être progressiste ou conservateur. Et puis rapidement, un dernier argument, vous connaissez certainement la célèbre formule que l'on doit à l'écrivain espagnol José Ortega y Gasset, que l'on soit de droite ou de gauche, on est hémiplégique. Et il y a une vérité profonde là derrière. Quelles que soient nos convictions personnelles, car après tout on est en droit de penser qu'une vision du monde est plus proche de la réalité et plus bénéfique pour l'humanité qu'une autre, eh bien il est absurde de penser que toute vérité se trouve essentiellement dans une doctrine ou chez une famille politique. De ce point de vue, il est vrai que le clivage droite-gauche enferme, il trahit la complexité de la réalité et qu'il peut même, chez certains individus qui se revendiquent trop intensément d'une certaine identité politique, il peut même préformater la pensée. Donc s'en affranchir, c'est certainement recouvrer une liberté de regarder les problèmes et d'en chercher les solutions sans les a priori militants. Et à vous entendre, la France serait entrée dans une nouvelle ère politique qui se dispense de la binarité droite-gauche, et tout cela serait très positif. L'actualité de ces dernières semaines montrerait plutôt une tendance de restauration du clivage, qui vient, elle, des partis minoritaires. Parce que, bien sûr, l'actuelle majorité a tout intérêt à ce que perdure cette situation, puisqu'elle peut profiter tranquillement de ce qu'on pourrait appeler le monopole du sérieux, je mets ça entre guillemets, en expliquant que ses adversaires se trouvent, eux, relégués aux extrêmes. Mais la stratégie semble fonctionner relativement bien. Regardez, les grands médias, ils reprennent ce raisonnement fallacieux. L'opposition recherche, de son côté, une position politique à adopter pour contrer En Marche. C'est normal. Et l'opposition s'engage pour cela dans une démarche clivante. À gauche, vous avez la France insoumise qui tente un accaparement du logiciel de gauche en matière économique, sociale et même sociétale. Elle mène un combat culturel. Le PS entend se regauchiser après l'échec du quinquennat Hollande, les défaites électorales et l'hémorragie des militants. À droite, le FN s'est débarrassé de Florian Philippot, l'homme qui s'opposait au libéralisme économique à la sauce bruxelloise pour probablement revenir aux positions plus traditionnelles du lepénisme, qui sont moins transpartisanes. Et vous noterez d'ailleurs au passage qu'on a assisté au retour de la très conservatrice Marion Maréchal Le Pen, qui s'était pourtant mise temporairement en retrait de la vie politique.
Quant aux Républicains, eh bien, ils ont trouvé en Laurent Wauquiez un leader prêt à assumer un positionnement marqué. Celui-ci a déclaré, je le rappelle, je veux une droite qui soit vraiment de droite. Et c'est vrai, en particulier sur les enjeux de société. Mais Wauquiez cultive quelque ambiguïté dans son discours économique. Et on l'a vu d'ailleurs dans ses récents propos off que C'est l'Info a décrypté dans son émission de la semaine dernière. Tout à fait, on vous invite à réécouter l'interview avec Philippe Moreau-Desfarges, il est communicant et il a traité ce sujet avec nous dans l'émission de la semaine dernière. Il l'a fait excellemment. Mais on est bien loin avec Wauquiez, quoi qu'il en soit, d'une remise en question de l'attachement de sa famille politique à l'économie de marché et au libéralisme économique. L'opposition prépare donc l'après-Macron et elle table sur l'échec et le discrédit de l'action du président pour rétablir le fonctionnement traditionnel, c'est-à-dire bipolarisé de la vie politique, bipolarisé droite-gauche. Son analyse pourrait se résumer ainsi. Les Français déçus font l'expérience de la nouveauté. Un parti ni de droite ni de gauche avec des personnalités venues des deux bords, bon, mais si les espoirs sont déçus, leur engouement pour ce mode de gouvernement disparaîtra. Et alors, les réflexes anciens reprendront le dessus. On comprend donc bien votre logique et cette logique de l'avenir du clivage droite-gauche, mais est-ce selon vous, Pierre-Henri, un bon pari ? Alors, c'est assurément le pari le plus simple, car il offre l'avantage pour tous ces partis d'opposition d'agir en terrain connu. Si vous les entendez, ils en reviennent à l'incantation des grandes idées, des valeurs, des propositions qui sont considérées comme la marque de leur famille politique. Donc on dirait presque une mobilisation générale préélectorale. Sauf que, pour les Français, ces discours ont déjà été entendus très souvent, et cela risque tout simplement de ne pas porter tant que l'espérance dans la démarche de Macron, le ni droite ni gauche, reste vive. Et vous l'aurez bien compris, l'inconvénient de cette stratégie est de dépendre d'une inconnue. Quelle sera la perception que les Français auront de la politique du gouvernement lors des élections intermédiaires, il y en a en 2019, mais surtout en 2022. Car le risque majeur pour les partis d'opposition, en premier lieu pour les républicains et les socialistes, c'est de minimiser la signification de la débâcle de 2017. Car le phénomène En Marche n'est pas une alternance ordinaire qui aurait lieu avec une formation centriste. C'est bien plus radical que ça. C'est un phénomène qui bouleverse complètement les antagonismes politiques. Alors, s'il s'avère que ce clivage droite-gauche est en effet devenu inadéquat et indésirable pour les électeurs, même temporairement, dans ce cas, il faut chercher autre chose. Or, aucun des principaux partis d'opposition semble avoir l'audace d'opposer à Macron une stratégie qui serait finalement calquée sur la sienne. En clair, que faire pour espérer contrer une alliance transpartisane, néolibérale et pro-européenne ? Eh bien, il faudrait relever le challenge d'un mouvement qui serait lui aussi transpartisan, et par exemple social et souverainiste. Or, rien ne montre aujourd'hui qu'on s'achemine vers cette hypothèse. Merci beaucoup Pierre-Henri Paulet des Voix de l'Hexagone, de la rédaction des Voix de l'Hexagone, voixdelhexagone.fr, sur l'avenir du clivage droite-gauche en France. À très vite. Merci Martin, à bientôt. Quand la vérité n'est pas libre, la liberté n'est pas vraie. La chronique des Voix de l'Hexagone, à retrouver sur voixdelhexagone.fr. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Le monde qui bouge avec Fabien Herbert. Bonjour Fabien. Bonjour Martin. Oui Fabien, alors que les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang ont mis en lumière pendant 2 semaines la péninsule de Corée, la dictature nord-coréenne s'est invitée dans les festivités en amorçant une détente avec son voisin du Sud. Souvent considéré comme un vestige de la guerre froide, le régime nord-coréen et son idéologie restent relativement peu connus en Occident. On va en parler justement avec vous Fabien, et comment s'est justement développée cette idéologie nord-coréenne au fil du temps ? Alors oui Martin, souvent l'idéologie nord-coréenne a été réduite à la position d'État satellite de l'URSS, puis fut considérée comme le dernier régime stalinien au monde après la chute de l'URSS. Mais finalement, la République populaire démocratique de Corée n'en reste pas moins aujourd'hui une énigme, on pourrait presque dire un objet politique non identifié. Alors, si catégoriser cet État comme communiste semblait facile pendant la guerre froide, qu'en est-il aujourd'hui ? L'URSS a disparu, le modèle chinois a profondément muté depuis les années 80, alors comment envisager l'incroyable rigidité du régime nord-coréen ? Tout d'abord, considérer la République populaire démocratique de Corée comme une construction politique sino-soviétique qui aurait mal tourné revient à sous-estimer son caractère profondément souverainiste, indépendantiste et nationaliste. En effet, tout en intégrant les méthodes d'endoctrinement
et de terreur propre au régime stalinien, la doctrine Juche de Kim Il-sung y mêle un patriotisme blessé par la colonisation japonaise. Une sombre époque, un événement traumatisant pour la société coréenne qui eut lieu entre 1910 et 1945, inscrivant la lutte nord-coréenne dans un prisme postcolonial. Ensuite, à partir de 1945, la Corée du Nord va se considérer comme la seule des deux Corées totalement libérée du colonialisme face à un Sud sous tutelle américaine. Afin de renforcer la souveraineté de son pays, Kim Il-sung va s'appuyer sur l'idéologie stalinienne pour affirmer son indépendance et au fil du temps s'éloigner de Moscou et de Pékin. Ouais, et à quel moment, Fabien, la Corée du Nord s'est-elle éloignée de Moscou? Alors, déjà, il faut noter qu'il existe des différences notables entre l'URSS et la République populaire démocratique de Corée, avant la mort de Staline. Mais la déstalinisation, amorcée par Nikita Khrouchtchev lors du 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique en 1956, va accroître les divergences entre les deux États. Au nom de l'idéologie stalinienne, Kim Il-sung va s'éloigner de l'URSS, devenu à ses yeux un État révisionniste, à tel point qu'en 1960, la Corée du Nord intègre le mouvement des États non alignés et ne peut plus être considérée comme un simple satellite de l'URSS. Kim Il-sung en profitera pour éradiquer toute trace de la doctrine marxiste-léniniste en République populaire démocratique de Corée, aussi bien dans les textes que dans les monuments. La révolution culturelle maoïste va également entraîner un éloignement, moins important peut-être, de Pyongyang vis-à-vis de Pékin. Oui, alors quelles ont été les conséquences de cet éloignement, Fabien, entre la Corée du Nord et l'URSS? Eh bien, en fait, dès le début des années 60, on peut considérer que la dictature communiste mise en place depuis 1945 est supplantée par une dictature nationaliste entre les mains d'une dynastie, celle des Kim, toujours en place aujourd'hui. Cette doctrine Juche reprend d'à côté plusieurs éléments du communisme, comme l'autonomie militaire, l'autonomie économique et l'indépendance politique, et de l'autre, une structure sociale qui se résume à un patriarcat nationaliste reprenant les codes de l'héritage confucéen. L'autre grande constante de l'idéologie nord-coréenne est son monolithisme autour de la figure tutélaire de Kim Il-sung. Cet aspect est particulièrement visible après la mort du dictateur en 1994, lorsqu'il est érigé au titre de président éternel de la République. Ceci fait de la Corée du Nord un État théocratique, avec un nouveau calendrier qui commence en 1912, l'année de naissance de Kim Il-sung. Un code de conduite est imposé à tous les habitants de la Corée du Nord, avec ce qu'on appelle les 10 principes pour l'établissement d'un système idéologique monolithique. Tous ces principes font référence à Kim Il-sung, lui donnant le statut d'unique figure historique structurante en République populaire démocratique de Corée. Le but de cette manœuvre étant d'éviter le sort de la postérité de Staline, qu'on a déjà évoqué en URSS, et d'offrir une légitimité politique sans faille à ses descendants. Merci beaucoup Fabien, et on vous retrouve dans quelques semaines. Vous nous parlerez Russie et élections, puisque le 18 mars prochain, Vladimir Poutine sera très probablement réélu à la tête de la Fédération de Russie. A très vite Fabien. Le monde qui bouge, Fabien Herbert. Ici, Londres. Ici Londres à présent, Londres qui a connu la neige, on en parlera tout à l'heure en fin d'émission avec Franck Payanav. Non, on va parler de toute autre chose parce que Alexandre, vous avez fait une rencontre tout à fait particulière cette semaine. Racontez-nous. Elle s'appelle Ariel, elle habite à Londres depuis 11 ans et elle va courir le semi-marathon de Paris ce samedi 4 mars. Voici son histoire. Je suis d'origine camerounaise et je vis à Londres depuis bientôt 11 ans. Donc il y a 4 ans, j'ai entrepris une activité commerciale de confiture bio fait maison. Et le but, c'était de financer en partie mes études, mais aussi d'encourager les activités agricoles bio des Camerounais. Et donc, si je cours aujourd'hui, c'est pour montrer ma détermination à arriver jusqu'au bout de mes rêves, et qui serait de devenir une entreprise, de succès dans le monde dans le monde bio. Et en fait,
je travaille avec des petits agriculteurs du Cameroun et dans le but vraiment de changer leur mentalité face à l'utilisation des pesticides et des fertilisants dans l'agriculture. Et pour donc obtenir ma certification bio, il faudrait que je finance le processus d'application qui est assez coûteux. Donc si je décide de faire le semi-marathon aujourd'hui, c'est pour collecter des fonds pour financer ce projet. Tout bêtement, parce que j'aime beaucoup cuisiner et j'aime beaucoup les confitures. Et donc vivant à Londres et venant d'origine camerounaise, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de confitures de fruits tropicaux dans les supermarchés. Donc j'étais souvent à la recherche des confitures d'ananas, de mangue, vraiment des fruits typiques tropicaux. Et je n'en trouvais pas. Et pourtant, je voyais bien dans mon entourage que les Anglais, les gens qui vivaient à Londres, aimaient beaucoup des fruits tropicaux. Et donc j'ai décidé d'essayer de faire des confitures à base de fruits tropicaux. Et mes amis ont beaucoup aimé. Et je me suis dit que peut-être ça pouvait être une activité commerciale. Donc j'ai commencé à vendre au niveau des marchés et les gens appréciaient beaucoup parce que c'était quelque chose de nouveau. Des combinaisons de saveurs qu'ils n'avaient pas beaucoup découvert. Et voilà, c'était aussi une façon de se distinguer des confitures classiques de fraises ou d'abricots. En faisant donc ses propres confitures, je lui ai demandé comment elle achetait ses fruits. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, j'ai deux sources de fournisseurs. Ma première source de fournisseurs, effectivement, c'est au Cameroun, parce que l'objectif aussi, l'une de notre mission, c'est aussi de pouvoir travailler avec ces petits agriculteurs, vraiment pour encourager l'agriculture bio. Donc ça, c'est ma première source. Au départ, c'est ma maman qui m'aide sur place. Donc elle va chez les petits agriculteurs, elle collectionne les fruits qu'elle m'envoie par fret aérien. Donc que je reçois ici à Heathrow Airport. Et ces fruits sont souvent contrôlés par le phytosanitaire, juste pour vérifier qu'il n'y a pas de contamination au niveau des fruits. Donc, ça, c'est ma première source de fruits. Et aussi localement, quand je veux produire en petite quantité, c'est pas la peine parce que ça peut être très coûteux de faire venir les fruits directement du Cameroun si c'est en petite quantité. Donc quand je veux faire produire des petites quantités, j'ai des fournisseurs locaux bio que je contacte et qui me livrent des fruits tropicaux. En ce moment, je les vends sur les marchés parce que je veux vraiment entrer au contact des personnes et je voudrais qu'ils goûtent mes confitures et qu'ils me donnent leur avis en fait. Parce que le but, c'est vraiment de satisfaire le consommateur. Ça ne servira à rien de faire des fruits que personne ne va consommer, que personne ne va aimer. Donc éventuellement, dans le futur, j'aimerais pouvoir stocker mes confitures dans les magasins bio aussi. Et tu as du feedback de tes clients qui achètent les confitures? Oui, les gens ils sont très contents parce que ce sont des saveurs voilà, quand on dit confiture, c'est toujours marmelade ou confiture de fraise, confiture d'abricot. Et là, c'était des saveurs complètement différentes, des combinaisons différentes, ananas, gingembre ou papaye, melon et fruits de la passion, ou alors noix de coco et ananas. Donc, c'est des combinaisons qu'on ne voit pas tous les jours et qui sont délicieuses. Et aussi, l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser dans les desserts aussi. Voilà. Et donc, tu vas courir le semi-marathon de Paris le 4 mars. Et tu cherches à te faire sponsoriser pour ta confiture bio. Explique-moi ton entraînement jour par jour, en fait, ce que tu fais pour courir le marathon de Paris. En fait, c'est parti d'une idée un peu folle avec ma cousine. Après les fêtes de Noël, on courait dans le parc, et je lui parlais de mon projet. Et je me demandais bien ce que je pouvais faire pour pouvoir financer cette application de la certification bio. Et voilà, en discutant, l'idée nous est venue de courir le semi-marathon pour collecter des fonds parce qu'on avait vu faire d'autres personnes aussi, d'autres entrepreneurs qui pouvaient trouver des fonds pour financer leur activité.
et je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité. Voilà, c'était quand même un challenge un peu fou parce qu'on n'avait que 2 mois pour se préparer, pour pouvoir faire 21 km, sachant que voilà, à ce moment-là, on a faisait péniblement à peine 6 km. Donc voilà, c'est aussi pour montrer vraiment ma détermination à vraiment atteindre cet objectif. Je me suis donné voilà, fait force, donc en étant disciplinée, en allant courir au moins 2 fois par semaine, j'ai pu améliorer mon endurance et puis aussi augmenter le nombre de kilomètres courus. En ce moment, j'en fais en moyenne 16 kilomètres. Et aussi, avec les dons que tu reçois, tu cherches à aider les agriculteurs au Cameroun. C'est ça ou Pour le moment, c'est ce que je vais collecter. Okay. Ça va essentiellement être pour l'application du certificat bio, parce que c'est un processus qui est assez coûteux au niveau de l'application, mais aussi au niveau de la conception des étiquettes du produit qui doivent être selon certaines normes de l'association qui va me fournir cette certification. Donc il y a des frais de design et aussi des frais d'audit, puisque toute la chaîne de comment est-ce que je me procure les produits et tout ça va être révisé par ces autorités-là. Ariel cherche à récolter 1000 livres. Pour le moment, elle a reçu 330. Aidez donc Ariel et encouragez-la. À la semaine prochaine. C'est l'info, l'invité de la semaine. Entre une Allemagne qui se cherche et une Grande-Bretagne qui s'en va, la dernière chose dont l'Europe a besoin, c'est une Italie qui se brouille. Les élections législatives organisées ce week-end, le dimanche 4 mars, dans la péninsule et dont les résultats s'annoncent particulièrement incertains, représentent pourtant une nouvelle menace pour la cohésion de l'Union européenne. 630 députés, 320 sénateurs y seront désignés. On est en ligne pour en parler avec Paolo Levi. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes journaliste, correspondant à Paris du journal italien La Stampa et de l'agence ANSA. Alors Paolo, les 3 grands blocs s'affrontent donc pour tenter de conquérir ou de conserver le pouvoir. Je vais donner ces 3 blocs assez rapidement. Le premier, c'est la coalition des droites, dont les 2 principales composantes sont Forza Italia, le parti de Silvio Berlusconi, et la Ligue du Nord, dirigée par Matteo Salvini. Le deuxième, c'est la mouvance social-démocrate, incarnée notamment par le président du Conseil sortant, Paolo Gentiloni, et son prédécesseur Matteo Renzi. Et le troisième, c'est le mouvement 5 étoiles, dont le chef de file Luigi Di Maio, depuis le retrait relatif de Pepe Grillo, Luigi Di Maio qui refuse par avance toute alliance avec un autre parti. Paolo Levi, lequel de ces 3 blocs est en train d'émerger pour afficher sa majorité ? Disons que c'est les 3 blocs à l'heure actuelle, les sondages ont été suspendus parce qu'il y a un délai maximal pour permettre de publier les sondages. À l'heure actuelle, ils sont interdits parce qu'on est à l'approche du vote, mais les derniers donnaient vraiment un pays, la photographie, l'image d'un pays fracturé en trois tronçons parfaitement équivalents, identiques en tant que poids électoral, et donc ceux qui en quelque sorte dessinent le risque d'un pays ingouvernable au lendemain du vote. Et donc on va voir certainement. La campagne électorale a été une campagne où les 3 coalitions principales ne se sont pas affrontées une contre l'autre. Il y a eu très très peu de débats entre candidats, il n'y a même pas eu une sorte de débat politique comme on l'a pu voir en France entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron en mai dernier pour la course à l'Élysée. Chacun de ces 3 blocs a fait une campagne complètement autonome pour aller chercher les votes de ses propres militants, mais pas pour chercher, disons, d'arracher
des votes potentiels ou de convaincre d'autres électeurs, d'autres partis de voter pour eux et changer de Kazakh. Donc c'est une campagne assez ennuyeuse, franchement, une campagne qui a été caractérisée par une certaine violence sur le thème des migrants qui a pris, disons, le gros lot, disons, dans le débat politique. C'est surtout la question des migrants qui a été soulevée. Je ne suis pas sans rappeler que l'Italie, avec d'autres pays du sud de l'Europe, comme la Grèce par exemple, fait face presque toute seule à cette crise très très grave qui secoue aujourd'hui l'Europe, et donc l'absence de solidarité dont ont fait preuve les partenaires européens, surtout les pays du Nord et du pacte aussi de Visegrad, donc les pays de l'Est, a en quelque sorte enflammé la grogne des Italiens qui aujourd'hui, éprouvent pour la première fois, je dirais, dans l'histoire, un désamour pour l'Union européenne. Chose incroyable jusqu'à il y a quelques années, parce qu'il y avait vraiment un pays qui était europhile, qui était le moteur de ce rêve d'États-Unis d'Europe que l'Italie a toujours porté et promu en soi. C'était bien le nôtre, et aujourd'hui on voit que même les Italiens, donc vraiment le peuple historiquement le plus europhile de tous, celui qui vraiment considère l'Europe comme la cour de chez lui, aujourd'hui se replie sur lui-même en donnant probablement beaucoup de votes à des formations eurosceptiques comme le mouvement 5 étoiles ou la Lega de Matteo Salvini, qui est un parti nationaliste à la limite xénophobe, qui a copié-collé pêle-mêle le programme de Marine Le Pen et l'a traduit en italien. Il le propose aujourd'hui aux électeurs de l'autre côté du Mont Blanc. Paolo Levi, quel sera le niveau de participation selon vous? Les Italiens croient-ils encore à la politique aujourd'hui? Disons, en Italie, historiquement, les taux de participation ont toujours été assez élevés. On sait toujours plus ou moins entre 60%, 65%. Aujourd'hui, on risque là aussi qu'à cause de ce désamour de la politique et aussi par l'absence, disons, de candidats dignes de ce nom, de figures politiques fortes, peut-être que les Italiens préféreront passer le week-end à la campagne ou se détourner en quelque sorte des urnes. On va le voir, certainement l'abstention va être très très élevée. Eh bien oui, Paolo Levi, effectivement, parce que les 5 étoiles refusent par définition. Les 5 étoiles, c'est Luigi Di Maio, 31 ans, qui est l'exact opposé de son fondateur Beppe Grillo. Luigi Di Maio qui met en œuvre la normalisation de ce parti, ni gauche ni droite, est crédité de 30% dans les suffrages. Eh bien, figurez-vous que les 5 étoiles refusent de s'allier à qui que ce soit dans la mesure où ces dirigeants estiment que tous leurs adversaires sont corrompus et incapables. Et Silvio Berlusconi, de son côté, n'a pas la même vision européenne que la Ligue du Nord, qui est clairement souverainiste. Dans ce contexte, on pourrait s'attendre ainsi à une alliance inédite entre un Silvio Berlusconi et un Matteo Renzi. Ouais, inédite jusqu'à un certain point, c'est-à-dire que l'Italie sort justement maintenant d'une législature où la majorité a dû composer avec le centre droit pour faire passer des lois. Donc disons que depuis 2013, l'Italie a gouverné dans une sorte de grosse coalition, de grande coalition à l'allemande, où le gros lot était au centre-gauche, donc avec des premiers ministres de centre-gauche, mais où il y avait eu tout de même une sorte d'ouverture à droite, notamment le ministre de l'Intérieur, la ministre de la Santé, qui était issu du parti de Silvio Berlusconi, donc de centre-droite, et ce qui pourrait se présenter aujourd'hui, c'est exactement la même architecture, mais inversée, c'est-à-dire avec le gros lot au parti de Silvio Berlusconi, donc le Premier ministre berlusconien, et on parle beaucoup de ce monsieur qui s'appelle Antonio Tajani, qui est l'actuel président du Parlement européen, qui pourrait rentrer à Rome, même si lui
Il a dit de ne pas avoir envie et de vouloir continuer à faire le président à Strasbourg. Mais pourquoi pas ce n'est pas de la science-fiction. Disons, une grosse coalition avec une majorité de ministres issus de la droite berlusconienne et quelques éléments de centre-gauche n'est pas à exclure, même si c'est une des hypothèses sur la table et ce n'est absolument pas la plus accréditée à l'heure actuelle. Tout dépendra aussi d'une chose, c'est-à-dire du rapport de force qui va émerger entre le parti de Silvio Berlusconi, donc Forza Italia, et son allié nationaliste xénophobe Matteo Salvini. C'est-à-dire que si le parti de Matteo Salvini sortira du vote avec un pourcentage plus élevé que celui de Silvio Berlusconi, Matteo Salvini pourrait en quelque sorte prétendre le siège de Premier ministre, chose complètement inacceptable pour, disons, le Front républicain. Et à ce moment-là, Silvio Berlusconi irait, disons, se tourner vers le centre-gauche. En revanche, le parti de Silvio Berlusconi devait avoir la majorité, devrait d'évancer en quelque sorte celui de Matteo Salvini. Alors Berlusconi va proposer tout simplement à Matteo Salvini de faire son ministre de l'Intérieur. La seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est l'expulsion de 600 000 migrants. Et c'est très très difficile de donner des réponses nettes et dire ça va être comme ça, parce que c'est comme un match de foot jusqu'à la 90e minute chez nous. Surtout dans cette fois-ci, il est impossible de prévoir quoi que ce soit. Oui, jusqu'à la 90e minute, voire un peu après, avec le temps additionnel, ça s'est vérifié Ouais. en France le week-end dernier entre Lyon et Saint-Étienne, mais c'est autre chose. Alors, la campagne présidentielle, la campagne donc italienne a aussi été marquée par un sujet fort, l'immigration, avec ce fait divers assez fort, la communauté italienne de Macerata, au centre de l'Italie, qui compte 43 000 habitants, non loin de la côte adriatique, a été marquée par une attaque armée perpétrée par un militant d'extrême droite contre des migrants étrangers. C'était samedi 3 février. Un jeune Italien est accusé d'avoir blessé 6 Africains en tirant des coups de feu à partir d'une voiture. Peut-on dire que cette attaque est un fait divers parmi d'autres qui ont touché des migrants, et en particulier des migrants africains? Ben non, c'est très très rare d'avoir des attaques de cette violence complètement inacceptable et qui fait frissonner vraiment rien qu'à l'entendre. Donc non, en Italie, fort heureusement, ce genre d'attaques sont rarissimes et donc c'est vrai que peut-être c'était vraiment quelque chose qui était inscrit dans ce contexte très très tendu des élections et ce qui d'ailleurs a contribué ensuite à concentrer tout le débat sur ce thème-là, parce que depuis, on a parlé seulement de la question, ou presque seulement de la question migratoire, qui est au centre des préoccupations aujourd'hui des Italiens qui... Voilà, alors, bon, il y a ce monsieur Silvio Berlusconi, vous le connaissez, qui est inéligible, mais qui a tout de même mis son visage, sa gueule dans cette campagne. Et lui, comme d'habitude, on le connaît désormais depuis belle lurette. Il a toujours 3 mots magiques avec lesquels il cartonne, c'est-à-dire réduction des impôts et réduction des impôts. L'impôt sur les logements, la propriété, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'en Italie, un pays de propriétaires, les Italiens sont à 80% propriétaires de leurs biens immobiliers. Ça fait à chaque fois, ça cartonne d'avoir dans ce pays qui a une imposition fiscale très très élevée, avec la France, c'est la plus élevée en Europe. Mais la chose plus incroyable, c'est que cette question des migrants a été au premier rang des préoccupations.
Après, la droite et le centre droit évoquent aussi une prétendue criminalité, insécurité, parce que c'est des thèmes de prédilection, disons, de ces formations-là. Mais la chose, c'est qu'ils ont été un peu ridiculisés parce qu'après, on a sorti les chiffres. On est allé voir les chiffres de l'ISTA, qui est l'INSEE italienne, et on a découvert qu'en 10 ans, disons, le niveau d'insécurité, les crimes et tout ça, a été divisé par... Enfin, il n'y a presque plus rien, quoi, en Italie, en termes de crimes. Donc, voilà, ce thème-là, dès qu'on a sorti ces chiffres, la droite aussi l'a un peu abandonné, parce qu'effectivement, c'était plus comme avant, où il y avait vraiment un problème, et voilà. Donc, ça, c'est les thèmes, mais il y a aussi eu, comme ici en France d'ailleurs, ce sempiternel débat sur les fameux 3%, c'est-à-dire la nécessité de rester dans les clous de Bruxelles dans le rapport entre déficit et PIB. Le débat est toujours le même. Il y a des partis qui disent que non, il faut relancer la croissance et donc il faut dépasser ce fameux seuil et pour permettre plus d'investissement, etc. Et après, il y a l'autre école qui dit non, on a fait des efforts, finalement on est parvenu à rentrer dans les clous de 3%, etc. On ne va pas maintenant à nouveau recommencer, surtout que le pays dont on parle, l'Italie, est probablement le pays européen avec la Grèce le plus endetté. Donc nous avons un niveau de dette monstrueux à 130. Et donc voilà, les deux écoles de pensée, une qui veut rester dans les clous de Bruxelles, l'autre pas, mais ça a été un autre élément du débat, peut-être un peu plus technique, mais au fond, tout se résout en ça. C'est un peu compliqué, peut-être, à expliquer ou à comprendre, mais après, quand tu vas faire une loi de finances, tout dépend de ça. Donc, c'est vrai que c'est important. Merci beaucoup Paolo Levi pour toutes ces précisions donc, autour de cette campagne en Italie, correspondant à Paris au journal italien La Stampa et à l'agence ANSA. Et on vous retrouvera dans les prochaines semaines sur Célinfo pour analyser ces résultats. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Merci et bonne... Voilà, et en tout cas, le hasard du calendrier a voulu que le 4 mars soit aussi en Allemagne le jour du verdict du SPD sur le contrat de coalition avec la CDU. Espérons que l'Europe, ce jour-là, se remette en ordre de marche. Les coulisses de l'info, Gaëtan Helmans. Et bonjour Gaëtan. Bonjour Martin, bonjour à tous. Gaëtan, on va parler pour commencer de TF1, un nouveau round dans le combat de TF1 face aux opérateurs. Oui Martin, pour rappel, après un accord avec Bouygues et SFR, il n'y a toujours pas d'accord avec Orange et Free. Et la semaine dernière, c'était Orange qui était au devant de la scène avec son argument publicitaire. Mais on avait presque oublié quelqu'un, Canal+. Oui, car c'est d'eux que l'on va parler cette semaine. Selon BFM Business, Canal+ va porter plainte devant le tribunal de commerce de Paris contre TF1 et TF1 Distribution pour les sommes astronomiques que ce dernier demande aux opérateurs afin de distribuer ses chaînes et services. Ceci rappelle donc autre chose. Un an plus tôt, c'était Orange qui portait plainte pour exactement les mêmes raisons. Bref, la saga est loin d'être terminée. Ah oui, la saga est loin d'être terminée. On en parlera tout de même avec vous lors de ces prochaines chroniques, hein, Gaëtan. On continue à parler de Canal et cette fois-ci, C Star, Canal+ lance sa petite sœur. Si vous êtes fan de chansons françaises sous toutes ses formes, ceci est fait pour vous. Vous allez pouvoir assouvir votre soif musicale. En effet, le groupe Canal+ lance une petite chaîne
nouvelle chaîne, qui n'est autre que la petite sœur de C-Star, C-Star Hit France. Tous les genres seront représentés, de la pop à l'électro, en passant par les années 80, 90, 2000, le rock, l'urbain et même les indés. En bref, Gaëtan, problème technique dans le journal de 20h, c'était le week-end dernier. Si vous avez regardé le JT de 20h de TF1 dimanche dernier, vous n'avez pas pu échapper aux 2 petits bugs qui sont venus agrémenter la grande messe. Le premier était lors d'une interview d'un éleveur sur le salon de l'agriculture, coupé subitement par une bande-annonce des programmes de la soirée du groupe. Un peu plus tard, dans ce même sujet, c'est un jingle pub qui a une nouvelle fois privé les téléspectateurs de profiter de l'entièreté du sujet. Cependant, en Belgique, qui depuis récemment ont des pages publicitaires spécifiques pour eux, sous le nom de TF1 Belgique, à l'instar de la Suisse avec TF1 Suisse, ont eu, eux, le droit à une bonne partie de cette coupure pub belge. L'entièreté du JT, sans bug cette fois-ci, est disponible sur le site MyTF1. Et toujours en bref, les Chevaliers du Fiel, 3 ans de plus sur C8. Ça y est, voilà, c'est signé. Ils étaient invités dans l'émission Média On refait la télé sur RTL. Les Chevaliers du Fiel ont confirmé qu'ils étaient en négociation très avancée pour rester sur C8 3 ans de plus. Beaucoup de personnes pensaient qu'ils allaient partir sur TF1. Il n'en est donc rien. Oui, on parle à présent de consommation. C'est le groupe Leader Price qui fait son arrivée en territoire italien. Chaque semaine a décidément son lot d'exportation d'enseignes françaises à l'étranger. Cette fois-ci, ce n'est pas en Belgique, mais en Italie. En effet, Leader Price arrive en Italie et cette année, ce n'est pas moins de 30 magasins qui seront inaugurés. Ceci arrive suite à un rapprochement entre le groupe Casino et le groupe italien créé en 2016. A noter que le logo sera aux couleurs de l'Italie puisque le leader sera en vert et le Price en rouge, le tout sur fond blanc. On part à présent aux Pays-Bas, mon cher Gaëtan. Dans un supermarché aux Pays-Bas, l'enseigne Dean, située à Beverwijk, a trouvé un moyen inhabituel pour remplir ses rayons. Mais pas n'importe quel rayon, celui qui comporte l'hygiène féminine. Et le produit choisi pour combler ce rayon est le chocolat. Au départ, il y a eu la stupeur des clients, mais ensuite ils ont apprécié et ont même été amusés par cette action. Qu'ils se rassurent, toutefois, le chocolat est également présent dans son rayon habituel. Quoi qu'il en soit, c'est un beau coup de com' pour l'enseigne néerlandaise. Et puis en Syrie, des anciens bus pour une noble seconde vie. Un ancien bus de la société flamande De Lijn a été aperçu en Syrie et qui sert dans ce qu'on pourrait parler de seconde vie à évacuer les civils aux abords de Damas. Interviewé par la télévision publique flamande, la VRT, la porte-parole de De Lijn apporte des éléments quant à sa venue en Syrie. Je cite, De Lijn ne met normalement aucun bus sur le marché. Habituellement, les pièces utilisables sont recyclées, le reste va à la décharge. Elle ajoute, je cite toujours, dans des cas exceptionnels, des anciens bus De Lijn sont vendus, surtout à des gens qui s'adressent à notre société afin de récupérer un bus pour une bonne action ou pour un tout autre projet. Auparavant, afin de l'utiliser librement, il faut enlever le logo de la société de transport. Voilà Martin sur tout ce que l'on pouvait dire cette semaine. Excellente semaine, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Gaëtan, on vous retrouve également en podcast sur c-l'info.fr. Et puis on vous remercie également pour tout le travail que vous pouvez effectuer sur les réseaux sociaux. Gaëtan qui est notre community manager en plus d'être chroniqueur média pour C'est l'Info. Les coulisses de l'actu, c'est chaque semaine et c'est sur c-l'info.fr. Le duplex à présent avec Franck Payanav que nous rejoignons en duplex de Pau dans le sud-ouest où là aussi il fait froid et surtout où il neige. Bonjour Franck.
Bonjour Martin, bonjour à tous. Et oui, un épisode neigeux a donc été prévu, nous enregistrons ce duplex en ce mercredi 28 février, midi et quart. Et cet épisode neigeux, il couvre une majeure partie du sud-ouest de la France, dont la ville de Pau. Et ouais, et cette neige, on peut le dire, on l'attendait depuis très longtemps. Toute la France a eu droit à de la neige. Mais Pau encore, elle avait eu quelques flocons mais ça n'avait pas tenu. Alors que là ce matin, vous le voyez derrière moi, il y a de la neige. Alors bon, plus sur la route parce qu'il faut dire qu'il a neigé surtout, c'était en début de nuit. Mais en tout cas, il y a quand même quelques centimètres, à vue de nez, je dirais 5 centimètres, une bonne neige fraîche, j'ai envie de vous dire. Et puis aussi des températures extrêmement basses dans Pau. Ce qui a créé quand même comme conséquence que certaines personnes qui ne s'attendaient pas forcément à cette neige se sont retrouvés coincés, que ça soit chez eux, que ça soit également sur la route. La préfecture a annoncé des automobilistes bloqués, notamment sur l'autoroute A64, qui a obligé à fermer les deux autoroutes qui traversent le département, la 63 et la 64. Notamment également Idélis, le réseau de bus palois, de tout simplement couper la circulation de tous les bus. Alors que la dernière fois, c'était en 2014 qu'il y avait eu un épisode de neige comme on a connu aujourd'hui. Certains bus, certes, avaient arrêté de circuler, mais d'autres circulaient également. Et donc, vous voyez, ce qui fait que, à l'heure où on enregistre actuellement, on est sur une des routes principales pour accéder à Pau, sur la route de Bayonne. Et bien, il y a très peu de voitures au final. Ah oui, c'est absolument incroyable. Est-ce que les sud-ouest, les palois sont meilleurs que les parisiens? Est-ce qu'ils avaient des pneus neige? Comment se débrouillent-ils sur la route, Franck? Alors j'ai envie de dire que forcément on est un petit peu mieux équipés que les Parisiens, pour la simple et bonne raison qu'on a les montagnes juste à côté, donc il nous arrive très souvent d'y aller. Mais c'est vrai que quand je regarde actuellement là sur les voitures qui passent, il n'y en a pas beaucoup qui ont les chaînes. Après là, c'est ce que je vous disais, c'est que la route elle n'a plus de neige à force des passages, mais forcément on est fortement équipé en pneus neige, on est plus susceptible d'aller à la montagne, donc forcément les Béarnais sont plus habitués en tout cas à connaître la neige et donc peut-être moins inquiets quand ils voient tomber un flocon de neige au-dessus de leur tête. Oui, et en parallèle, on entend ce klaxon, en parallèle à la neige, il y a également une grande offensive du froid. Et cette fois-ci, cette offensive du froid, elle touche toute la France et elle a atteint mardi 27 février son pic et provoqué même un 4e décès en France, celui d'une personne âgée dans l'Ain, alors même que les 3/4 du pays ont été placés en alerte grand froid. La majeure partie du pays est restée gelée tout au long de la journée de mardi, avec des températures maximales de -4 à 0 degrés en plaine. D'où vient cette grande vague de grand froid? Alors les spécialistes ont décidé de l'appeler cette dépression la Moscou-Paris, pour la simple et bonne raison que c'est une dépression qui nous vient tout droit de Russie. C'est pour ça qu'on a eu des températures extrêmement fraîches, avec des températures qui allaient jusqu'à -15 degrés, mais avec le vent, le corps humain avait un ressenti d'environ -25 degrés pour en tout cas les zones les plus extrêmes. C'était notamment situé aux alentours des Alpes. Mais par exemple, pour continuer de parler de la situation à Pau, il faut se dire que au pire de cette dépression, on a eu jusqu'à -5 degrés mesuré, mais le ressenti avec le vent qui était assez fort devait être de quasiment -9 degrés, ce qui veut dire qu'il faisait extrêmement froid, et ce qui a expliqué, vous le disiez Martin, la mise en place du plan grand froid sur plusieurs départements. Pour parler des Pyrénées-Atlantiques par exemple, à partir de lundi, le niveau 2 a été déclenché avec l'extension l'extension de places dans les hébergements d'urgence. Oui, et alors la semaine prochaine, quid du temps? Va-t-on retrouver un peu plus de chaleur pour les jours à venir? Alors Météo France annonce quand même les deux extrêmes, c'est-à-dire que là, au moment où on enregistre mercredi, il est midi passé, il fait extrêmement froid et il neige. Dès demain, Météo France nous annonce un temps nuageux dans le sud-ouest de la France avec 16 degrés. Vu que nous sommes en train d'enregistrer le duplex, on ne pourra pas vous le corriger. Donc on le verra en tout cas sur les prochains jours. Mais en tout cas, Météo France annonce un être doux pour la semaine prochaine, des températures pour le sud-ouest aux alentours de 14 degrés au meilleur de la journée. Merci beaucoup Franck Payanaf d'avoir été avec nous pour ce duplex spécial depuis Pau et on s'est intéressé aujourd'hui donc à ces conditions climatiques extrêmes qui ont touché l'ensemble du territoire français cette semaine. Merci Franck. Merci beaucoup Martin, à bientôt. Le duplex.
C'est là-dessus que l'on referme ce 27e numéro de C'est l'Info. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont aidé à préparer ce numéro. On se retrouve naturellement la semaine prochaine. Merci également de votre fidélité. Nous sommes de plus en plus nombreux chaque semaine à analyser l'actualité. Retrouvez-nous également sur Instagram, c'est-du-8 l'info. Et puis n'oubliez pas que nous sommes également présents sur l'ensemble des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, désormais donc Instagram. Et puis vous nous retrouvez sur notre site internet www.c-l'info.fr. Belle semaine à tous et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.